Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons en Champagne découvrir deux produits qui ont fait l'histoire de cette région, le miel de luzerne et le rosé des Rissés. Nous irons à la rencontre de Jackie, un apiculteur passionné qui récolte un miel peu connu et pourtant si fruité, le miel de luzerne. Puis Pascal nous racontera l'histoire des rosés de Rissés, un vin rare et confidentiel, produit sur les coteaux champenois, uniquement les bonnes années. Je vous laisse en compagnie de ces beaux produits et de ceux qui les font perdurer, et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. À tout de suite. Le mot champagne seul suffit à dégager une allégresse enivrante et universelle. Pour le monde entier, il associe l'idée de fête, de bonheur ou de prestige. Et pourtant, la Champagne est la plus petite des grandes régions viticoles françaises. À l'origine de ce paradoxe, un territoire qui regorge de vignobles célèbres s'étendant de Reims au sud d'Épernay. La légende veut que le moine Dom Pérignon ait inventé la recette du champagne en pensant à enfermer solidement le vin pour qu'il conserve son gaz. Si le breuvage à fine bulle a fait la renommée de la Champagne, elle compte d'autres produits d'exception. La côte de Sézanne, partie la plus méridionale, peut se targuer de produire un vin unique et prestigieux, le rosé des Rissés. Et qui peut mieux en parler que Pascal Morel, vigneron perpétuant la tradition héritée de son grand-père il y a 70 ans. C'est plus au nord, près d'Épernay, dans le village de Pierry, que Jackie Cordaris s'est spécialisé dans le miel de luzerne. Cet heureux apiculteur a choisi de perpétuer une spécificité régionale, un produit du terroir qui rappelle le passé des terres agricoles environnantes. Chaque jour, il prend soin de ses 400 ruches et de leurs petites pensionnaires. En cette fin d'été, il entreprend l'une de ses dernières récoltes. Des gestes qu'il répète toujours avec soin et attention envers les ouvrières ailées dont il est redevable. Je suis éleveur d'abeilles. Mon travail à moi, c'est de bien suivre mes ruches de façon à ce qu'elles soient à l'optimum pour faire du miel. C'est d'avoir des ruches avec un maximum d'abeilles quand il y a besoin d'avoir des abeilles, c'est-à-dire quand il y a des fleurs. Après, en plus, il faut qu'il fasse beau, mais ça, je ne peux rien y faire, donc il faut faire avec. Il n'y a rien à faire, il faut un minimum de chaleur pour que les abeilles sortent. En dessous de, allez, je vais dire en dessous de 14-15 degrés, les fleurs ne font pas de nectar, donc les abeilles ne font pas de miel. Pas de miel sans fleurs, et celles de la luzerne se font toujours un peu attendre. C'est une plante qui vient d'Égypte, la luzerne. Donc c'est une plante de chaleur, quoi. Et je vois, ça commence à fleurir vers le 4-5 juin, pas avant, 5-6 juin, ça dépend des années, quoi. Et c'est qu'après, quand il y a la chaleur d'été, que ça mielle vraiment, quoi. Il faut bien comprendre que les abeilles ne font pas du miel pour nous. Elles font du miel pour... c'est leur provision d'hiver. Parce que l'hiver, elles entretiennent une température dans la ruche en mangeant du miel. Le miel, c'est des sucres, c'est de l'énergie. C'est là qu'intervient tout le travail de sélection. Et je fais de l'élevage de reines et donc, comme ça, progressivement, j'arrive à améliorer mon cheptel et à avoir des abeilles plus douces et plus productives. Après 30 ans d'apiculture, grâce à un travail attentif, Jackie a réussi à améliorer son cheptel, à maintenir la production. Mais l'apiculteur se trouve désormais face à de nouvelles contraintes. Aujourd'hui, c'est sûr que la pression de l'environnement, plus un parasite là, qu'on a, le varroa, qui use beaucoup les abeilles, ça a contribué à affaiblir les ruches. Je dirais par rapport à il y a 30 ans, quand j'ai commencé l'apiculture, c'est plus exigeant. Le changement climatique n'influe pas que sur le miel. Près du village des Rissés, dans le plus grand terroir de Champagne, Pascal vendange ses perles noires et sucrées. Seules les meilleures parcelles, pentues, caillouteuses et bien orientées,
sont aptes à produire des raisins de pinot noir suffisamment riches en sucre pour être vinifiés en rosé d'Hérissé. Sur les 350 hectares, il n'y en a réellement que 10% d'exploités en rosé d'Hérissé, le reste étant exploité en Champagne, c'est-à-dire une trentaine d'hectares. Et sur ces 30 hectares, on va avoir à peu près 50 000 bouteilles. Donc quand on parle d'un vin rare, c'est vraiment un vin rare et c'est surtout un vin de passion. Malgré l'ensoleillement, les intempéries de cette année ont été trop sévères pour laisser pousser le raisin. Présent en trop faible quantité, Pascal ne pourra pas le transformer en rosé tranquille. Alors moi, je suis la 5e génération sur l'exploitation. Vigneron, c'est un métier, enfin ce qu'on appelle récoltant manipulant, c'est un métier à part entière. Il faut produire, transformer et vendre. Et c'est ce qui est passionnant dans nos métiers. Il faut savoir que le vin c'est une matière vivante et qui change sans arrêt. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Si c'est pas bien, en rosé d'Hérissé, on ne fera pas. Et ce qui permet aussi, dans le temps, de retracer un peu l'histoire en goûtant certains millésimes. On n'a pas, je dirais, 50 manières de vendanger. On vendange toujours à la main, c'est-à-dire avec une petite vendangette et un seau. Après, on a différentes techniques, une pour de la vinification, c'est-à-dire qu'on peut refroidir, on peut contrôler les températures, on surveille mieux les vins parce qu'on arrive à les suivre. On a des outils qui sont très performants pour suivre les vins. Mais au niveau technique de vendange, on n'a rien inventé. En plus de ces conditions de culture si particulières, Pascal doit constamment vérifier de nombreux autres paramètres pour s'assurer de la qualité de ses vignes. Donc en mesurant la richesse en sucre, ça me donne un degré potentiel d'alcool après fermentation. Donc je prends une goutte de raisin que je pose sur mon réfractomètre. Et là, je vais avoir une lecture directe du degré. Et là, on est à 18. Donc c'est plutôt une très belle mesure. Et quand on parle de sucre, le miel n'est jamais loin. Au pays de la luzerne verdoyante et de son miel acidulé, Jackie est en pleine extraction de son précieux liquide au reflet du soleil. En fait, les abeilles, elles récoltent le miel, elles le mettent dans les cellules, et une fois qu'il est mûr, elles remettent une couche de cire par au-dessus pour que le miel se conserve bien. On prend le calme, bon, je gratte systématiquement le dessous aussi pour que quand on le repose. Et là, donc, c'est la machine à désoperculer. Et cette machine, qui s'appelle un fondoir à opercule, va permettre de séparer le miel de la cire. Donc c'est un petit système, c'est des chaînettes qui tournent assez vite. Et on passe le cadre entre les deux chaînettes. Ça découpe la cire et on voit le miel qui commence à couler. Le miel, il fait que passer, mais il est suffisamment tempéré pour que la cire se sépare bien du miel. Les cadres reposent ensuite en attendant la phase finale, décisive de l'extraction. Le principe est vieux comme le monde. Par l'effet de la force centrifuge, le miel est expulsé des cellules et se retrouve projeté contre les parois de la cuve. De là, il ne lui reste plus qu'à couler dans le fond de l'appareil. Un bac récupère le miel qui sort de l'extracteur, qui vient de ce poste d'attente et qui vient aussi du fondoir à opercule. Et donc, il faut encore laisser 24 heures le miel décanter, retirer la couche de cire et des petites bulles d'air qui sont dedans, et après, le miel, il est propre. Voilà. Voilà, un beau miel de luzerne bien clair, bien translucide. C'est là qu'il est le meilleur. Voir naître le produit après des mois de travail, certainement la plus belle des récompenses pour Jackie. Mais défendre la profession dans son ensemble lui tient aussi à cœur. C'est ainsi qu'il a rejoint la coopérative Les Compagnons du Miel, un projet initié par 72 apiculteurs proposant des miels d'origine 100% garantis.
Aujourd'hui, ce sont les compagnons Claudine et Xavier qui rendent visite à Jackie pour tester son miel. J'ai creusé les plateaux, donc on va sortir le miel cet après-midi. L'apiculteur prend un échantillon représentatif d'un fût. Cet échantillon va arriver au laboratoire où on va l'analyser. Donc déjà, on voit que le miel il est clair, donc ça a l'air d'être du miel de luzerne. Il faudra qu'on le goûte et qu'on fasse des analyses pour le caractériser. Les abeilles, quand elles arrivent à la ruche, elles ramènent du nectar de fleurs, mais aussi du pollen. Donc avec ce pollen, c'est un peu un traceur. On va pouvoir savoir sur quelles fleurs les abeilles sont allées, où elles sont allées butiner. Et suivant ce qu'on va trouver comme pollen, on peut dire elles sont allées sur le luzerne, ou sur le colza, ou sur le châtaignier. Le goût, la couleur, l'aspect du miel peut être différent. Donc c'est vrai que l'examen organoleptique, comme on dit, est très important. On peut regarder la proportion de pollen, mais il y a aussi des spectres de sucre qui sont différents. À l'aide d'un réfractomètre, Claudine mesure la quantité d'eau dans le miel. Moins un miel sera humide, plus ses saveurs en seront décuplées et plus grande sera sa longévité. Le goût est également un critère important pour déterminer sa provenance. Facilement reconnaissable par sa couleur claire, le miel de luzerne possède une saveur acidulée et finement aromatique. On met quelques abeilles accompagnatrices Oui, comme ça. qui entretiennent la reine. Il y a un constat inquiétant, c'est que la France consomme 40 000 tonnes de miel et n'en produit que 10 à 15 000 pour répondre à la demande. Il y a une très forte concurrence avec les miels étrangers. Premièrement à cause du prix, effectivement, les miels français sont plus chers, mais ils sont plus chers parce qu'on les récolte de façon différente. Ce qu'on trouve généralement dans les miels étrangers sont ce qu'on appelle des miels toutes fleurs, alors que ce qu'on trouve beaucoup en France sont des miels issus d'une seule plante. Le fait d'avoir des apiculteurs présents dans toutes les régions de France, on peut mettre en avant et promouvoir des terroirs, des territoires. Et ce que souhaitent les apiculteurs avec le projet Les Compagnons du Miel, c'est de faire participer, de rapprocher le consommateur des apiculteurs et vraiment de créer un lien avec les apiculteurs. Du côté du village des Rissets, Pascal s'affaire aussi à développer le goût de son vin d'exception. Choyés par une équipe de spécialistes attentifs, les raisins sont préparés pour une étape capitale, la macération. Alors, on est ici à la cave coopérative chez Marquis de Pomereuil, dont Christian est le président. Donc, on est venu voir ici l'encuvage rosé des Rissets parce que ça fait partie des seules maisons cette année qui vont pratiquer du rosé des Rissets du fait de la petite récolte. Le raisin est mis entier dans la cuve, avec un foulage léger au pied du fond de la cuve pour le départ en fermentation. Et ensuite, nous chargeons la cuve en raisin. Et ensuite, la macération va durer quelques jours. Alors, ça varie selon les années, selon la qualité des parcelles, selon les vignerons aussi, selon le type de rosé qu'on veut faire. Mais en général, on laisse macérer pendant 3-4 jours. Donc on suit la macération de jour en jour au début, puis ensuite d'heure en heure, voire de quart d'heure en quart d'heure. Alors on juge évidemment la couleur, et là on voit que le jus commence légèrement à se colorer. Et puis ensuite l'analyse et la dégustation qui permettent de déterminer le moment où on va décuver cette cuve. Donc on essaie de retrouver le fameux goût des Rissets. La couleur évolue bien et on va surveiller ça maintenant comme le lait sur le feu. Petit goût de framboise, de petits fruits rouges, surtout de framboise. C'est très, très agréable, très joli. Pour l'instant, c'est du jus de raisin, c'est très sucré. La fermentation n'est pas encore vraiment commencée. Par contre, la couleur arrive quand même assez vite. Je pense que c'est une cuve qu'il faudra surveiller de très près pour évidemment garder une couleur quand même rosée, qu'on ne passe pas sur du vin rouge. Une fois qu'on décide du moment de décuvaison de cette cuve, donc on soutire le jus, ce qu'on appelle le jus de goutte, qui va être mis en cuve de vinification pour la fermentation alcoolique. Le raisin de ces cuves est alors passé au pressoir pour obtenir un jus de presse vinifié séparément. La fermentation se poursuit et le moment venu, le jus de goutte et le jus de presse sont assemblés et laissés au repos pendant quelques mois. Chaque année en juin, une dégustation permet à un jury de professionnels de décider si le vin est apte à obtenir l'appellation rosé des Rissets. Le rosé des différents producteurs est ensuite vendu à l'export ou en local. À une 50aine de kilomètres des Rissets,
la charmante boutique d'Alexandre faisant face à la cathédrale de Troyes propose de le faire découvrir autour d'une dégustation. Très bien. Le rosé des Rissets n'a de rosé que le nom. On ne peut pas le comparer aux rosés de Provence, qui sont des rosés à boire dans l'année, parce qu'ils sont sur la fraîcheur et ils ont peu d'acidité, ils ont peu de structure, de matière. Le rosé des Rissets a la capacité de vieillir, en effet. Et cette acidité, c'est ce qui va lui permettre aussi de durer, d'avoir de la longueur, mais c'est ce qui lui apporte aussi surtout son fruit, sa délicatesse, son élégance, sa finesse. En fait, nous, on ne connaissait pas du tout. On nous en a parlé par hasard parce qu'on venait déguster du champagne. Le rosé des Rissets, c'est une très faible production quand même. Et donc, du coup, on le consomme bien sûr localement. Il y a un petit peu, justement, c'est les clients de Champagne qui complètent avec un petit peu de rosé des Rissets. Mais ça reste un produit assez marginal parce qu'en fait, le raisin sert à faire du champagne. Donc, on est dans les 5-6 euros du kilo. Il y a presque plus d'1 kilo pour faire une bouteille. Donc, c'est vrai que quand un produit peut être conservé longtemps, eh bien, de ce fait-là, il est plus recherché. Et la rareté fait que les prix vont augmenter. Pour mettre en valeur les accords existants entre les produits du terroir, Alexandre le sert aussi accompagné de Chaours, un fromage de vache local crémeux à la croûte fleurie. Ça a l'air super. Donc le principe d'un accord mets-vin, c'est de déguster le fromage. Et les questions à se poser, c'est quel goût est-ce qu'il me reste? Est-ce que j'ai le goût du fromage? Est-ce que j'ai le goût du vin? Ou est-ce que j'ai un troisième goût, l'accord parfait, le Graal, 1 + 1 = 3? On a le vin en premier, après revient un peu le fromage, mais de façon pas trop violente, quoi. Il revient juste bien. C'est un beau mariage. Oui, c'est un joli mariage. Ouais. C'est vraiment l'accord. Il est temps de laisser Alexandre pour retourner à Pierry, où Jackie se prépare lui aussi à faire goûter ses différents miels. En ouvrant ses portes aux locaux et aux curieux, l'apiculteur transmet sa connaissance du métier autant que du produit. Donc maintenant, je vais vous faire déguster dans l'ordre le miel de luzerne, qui est le miel fin et doux que je veux mettre en valeur aujourd'hui. D'accord. Ensuite, le miel de printemps pour information. Et puis le miel de forêt pour terminer, qui est un peu plus fort. Un petit goût acidulé, très doux. Je sais pas. Oui, on sent. C'est acide et c'est vraiment. Voilà, alors moi on fait comme ça. Moi je suis tartine. Je suis miel tartine. Il faut le tourner un peu comme ça et hop. Donc pour sucrêter, je prends toujours le miel de luzerne, parce que c'est un miel doux qui va pas dénaturer qui est fin et qui va pas dénaturer le goût du thé. Les gens originaires d'ici qui aiment le miel, en général, ils aiment le miel doux, parce que c'est ce qu'il y a sur place. Ils aiment bien. Miel cristallisé ou liquide, proportion de fructose et de glucose, Jackie est intarissable quand il s'agit de sa passion. Et c'est bien pour cela qu'on vient lui rendre visite, pour partager un instant le plaisir d'un produit local fabriqué avec amour et conviction. C'est agréable d'aller prendre les produits près de chez soi, de soutenir déjà l'agriculture locale et puis d'avoir des produits qu'on va aussi pouvoir choisir. Les personnes qui les produisent nous en parlent, donc on sait ce qu'il y a dedans. Mais c'est aussi intéressant pour moi, c'est pour ça que je garde quand même une petite vente au détail, parce que c'est intéressant d'avoir des retours aussi, des gens qui disent « Oh, votre miel est bon, on mange que de celui-là, on n'en veut pas de l'autre. » Bon, ça fait plaisir. Partager un patrimoine, voilà une notion bien familière à Pascal. Cette année, il célébrera les 70 ans de son rosé des Rissets, héritage précieux de son grand-père. Pour son plus grand bonheur, ses enfants vont lui succéder. Et pour fêter l'événement, un petit tour à la cave s'impose. Voilà, on va faire ça dans notre petit rituel. C'est-à-dire que pour avoir une bonne couleur, il faut une lumière naturelle qui est la bougie. Donc on va allumer notre petite bougie, parce que ça c'est le côté chaleureux du petit caveau. Pour nos vendanges officielles ensemble, on va essayer de déguster une bouteille de rosé des Rissets de l'année de ta naissance. Ok, super.
Donc 1980, alors 1947, 1962, 1964, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Allez. La couleur est encore très belle, très brillante. Très jolie. C'est bien aussi de voir ce que peut donner un travail 36 ans après l'avoir fait. On a énormément de fraîcheur. Ça, c'est pour un vin de 36 ans, c'est ce qui est surprenant. Ça, c'est unique et c'est ce qui fait un rosé déricé en fin de compte. Là, on est sur les sous-bois. Un petit peu mousse humide. Je suis rentrée dans l'exploitation cette année avec mon frère. Donc mon frère va plus s'occuper de la partie vignoble et moi plus de la partie vin, gestion et commercialisation. Ma maman va partir en retraite l'année prochaine et mon papa va nous accompagner encore quelques années pour nous transmettre son savoir et que la continuité s'effectue. Bah, c'est une satisfaction. Moi, je suis la 5e génération. Ça m'aurait fait mal au cœur que ma génération s'arrête là, quoi. Une exploitation n'est viable que s'il y a un repreneur. Autrement, après, c'est quelque chose qui s'éteint. Et quand on voit s'éteindre les choses, c'est une partie de nous, en fin de compte, qui part aussi avec. Alors que là, c'est une continuité même pour les grands-parents qui ont monté un peu tout ça. Puis je trouve que c'est quelque chose de beau de pouvoir continuer, reprendre le flambeau, continuer l'aventure familiale, en fait. Et puis d'emmener l'entreprise un petit peu plus loin à chaque fois. Parce que... Chacun doit apporter sa pierre, quelque part. Pascal Morel et Jackie Cordary honorent chacun à leur manière des traditions propres à leur terre. De ces produits rares, exigeants, qui ne naissent que sous la caresse du soleil ou dans le parfum des fleurs, ils deviennent les gardiens. Et le miel de luzerne, comme le rosé des Rissets, des témoins forts de l'exception champenoise. Aujourd'hui, je vais vous préparer un blanc mangé au miel de luzerne et un granité de rosé des Rissets. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 20 centilitres de lait, 30 g de miel de luzerne, 20 g de feuilles de basilic, 5 g de feuilles de gélatine, 25 centilitres de crème, 125 g de framboise, 80 g de groseille, 80 g de myrtille, 125 g de fraises, 20 centilitres de rosé des Rissets, 10 centilitres d'eau, 70 g de miel de luzerne, 20 g de jus de citron. Pour le granité, dans une casserole, portez à ébullition l'eau et le miel. Laissez refroidir le sirop, puis ajoutez le jus de citron et le rosé des Rissets. Versez le tout dans un plat à gratin et laissez reposer une nuit au congélateur. Grattez la surface à l'aide d'une fourchette pour obtenir de fines paillettes, puis réservez au congélateur jusqu'au dressage. Alors, le granité, l'idéal c'est de le faire la veille, mais vous pouvez le faire bien sûr 2 ou 3 jours avant. Dans un bol d'eau froide, mettez les feuilles de gélatine à tremper. Effeuillez le basilic préalablement lavé. Dans une casserole, mélangez le miel et le lait, puis portez le tout à ébullition. Ajoutez le basilic hors du feu, puis laissez infuser 5 minutes. Ajoutez la gélatine égouttée et mixez finement. Pour terminer, filtrez la préparation au travers d'une fine passoire et laissez refroidir complètement. Pour que la crème prenne plus vite, déposez votre bol tout simplement sur un lit glaçant. Versez la crème dans un cul de poule, puis la montez comme une chantilly bien ferme, réservée au frais. Récupérez le mélange de lait gélifié, puis le lissez au fouet pour obtenir une préparation onctueuse. Ajoutez une petite partie de crème montée au fouet et le restant en lait d'une maryse afin de ne pas casser la crème montée. Répartir la préparation en verrine, puis laisser prendre au frais durant au moins 1 heure. Dégrappez les groseilles, taillez les fraises en 4, coupez les myrtilles en 2 dans la largeur et les framboises dans la longueur. Pour le dressage, sortir les blancs mangés et y déposer harmonieusement les fruits. Pour qu'il y ait une bonne harmonie des goûts, une bonne harmonie des saveurs, il est important de sortir toutes les préparations froides, les mousses au chocolat, les crèmes caramel, 10-15 minutes avant de les servir.
au plus proche du service, surmonté de paillettes de granité au rosé des Rissés et servir aussitôt. Et je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à bientôt.